un stade qui accueillera l'un des plus grands événements sportifs au monde, aux îles artificielles destinées aux plus fortunés, en passant par un réseau ferroviaire reliant tout un pays et une rivière qui n'existe pas à l'état naturel, voici quelques-uns des méga-projets les plus ambitieux qui transforment le monde arabe. En commençant par... Après 5 tentatives infructueuses pour accueillir la Coupe du Monde, le Maroc a finalement obtenu les droits d'organisation de la Coupe du Monde 2030, devenant ainsi le 2e pays africain à accueillir la plus grande compétition de football après l'Afrique du Sud en 2010. Et le Maroc ne compte pas simplement participer. Le pays veut organiser une Coupe du Monde dont on se souviendra pendant des générations. La première partie du projet consiste à moderniser les infrastructures footballistiques du Maroc et le pays dépense des milliards pour y parvenir. Au cœur de ce programme se trouve un stade portant le nom du roi Hassan II qui a régné sur le Maroc de 1961 à 1999 et a joué un rôle majeur dans la modernisation du pays. Le stade sera construit à Ben Slimane, une ville située à environ 60 km au nord-est de Casablanca, stratégiquement placée entre la capitale économique du Maroc et l'aéroport. Avec une capacité prévue de 115 000 spectateurs, il deviendra le plus grand stade de football d'Afrique et l'un des plus grands au monde, dépassant même l'emblématique Camp Nou de Barcelone. Le projet a été officiellement annoncé en 2023, juste après la confirmation par la FIFA de la candidature du Maroc pour co-organiser la Coupe du Monde. Le gouvernement marocain a immédiatement réuni une équipe d'architectes et d'ingénieurs internationaux pour concevoir un stade reflétant à la fois le riche patrimoine culturel du Maroc et ses ambitions modernes. Le design intègre des éléments traditionnels de l'architecture marocaine, des motifs géométriques inspirés de l'art islamique, des matériaux rappelant les bâtiments historiques du pays et des couleurs inspirées des paysages marocains. La construction a officiellement commencé fin 2023 avec des premiers travaux consacrés aux immenses fondations nécessaires pour soutenir une structure de cette taille. Le site a nécessité d'importants travaux de préparation, notamment la stabilisation du sol et la création d'infrastructures souterraines pour les réseaux techniques, les parkings et les zones de service. Les fondations du stade ont nécessité à elles seules des centaines de milliers de mètres cubes de béton, coulés pendant plusieurs mois de travaux intensifs. Le calendrier est serré. Le stade doit être terminé début 2029 afin de laisser suffisamment de temps pour les tests et les inspections de la FIFA avant la Coupe du Monde 2030. Cela donne au Maroc environ 5 ans entre le début des travaux et l'achèvement. Un calendrier ambitieux pour un projet de cette ampleur. Début 2026, les fondations sont terminées et la structure du stade commence à s'élever au-dessus du sol. Les travaux d'acier et de béton avancent selon le calendrier prévu avec des milliers d'ouvriers présents chaque jour sur le chantier. Le stade est remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par ses innovations. Sa toiture sera l'une des plus grandes d'Afrique, offrant de l'ombre aux spectateurs tout en permettant une ventilation naturelle, essentielle sous le climat chaud de Casablanca. Le stade disposera également d'équipements modernes, notamment des loges VIP, des espaces premium, des zones d'accueil haut de gamme et des installations de diffusion de pointe répondant aux exigences strictes de la FIFA pour les stades de Coupe du Monde. Mais le stade Hassan II n'est qu'une partie de l'immense investissement du Maroc dans ses infrastructures footballistiques. Le pays rénove simultanément 6 stades existants dans les grandes villes: Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger. Ce programme de rénovation représente un budget supplémentaire d'environ 1 milliard de dollars, portant les dépenses totales du Maroc pour les infrastructures de la Coupe du Monde à environ 2 milliards de dollars. Le tournoi de 2030 représente bien plus qu'un simple événement sportif. Il doit confirmer le développement du Maroc et sa position de nation stable et moderne, capable d'accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde. Le gouvernement considère cet investissement de 2 milliards de dollars comme une dépense qui produira des bénéfices pendant des décennies grâce au tourisme, au prestige international et à de meilleures infrastructures sportives dont les Marocains profiteront bien après la Coupe du Monde. Les rénovations des 6 stades existants sont elles-mêmes des projets majeurs. À Rabat, le stade Prince Moulay Abdellah est entièrement reconstruit avec une nouvelle capacité de 50 000 places. À Marrakech, le grand stade de Marrakech est agrandi et modernisé.
Le stade Mohamed V de Casablanca, l'une des enceintes les plus historiques du Maroc, bénéficie d'une rénovation complète tout en conservant son statut emblématique. Chaque rénovation doit respecter les normes strictes de la FIFA tout en répondant aux besoins des clubs et supporters locaux. L'impact économique de ces projets va bien au-delà de la construction. Des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour les ingénieurs, architectes, planificateurs et fournisseurs. Les entreprises marocaines acquièrent de l'expérience dans des projets d'infrastructures de classe mondiale, développant ainsi une expertise qui pourra servir à de futurs projets. Les stades modernisés renforceront également le championnat marocain en offrant de meilleures installations aux équipes locales et en permettant d'accueillir davantage de compétitions et de matchs internationaux. Le projet possède également une dimension régionale plus large. Le Maroc cherche à devenir un pôle sportif majeur en Afrique du Nord en rivalisant avec des pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis qui ont massivement investi dans les infrastructures sportives. Une Coupe du Monde 2030 réussie pourrait permettre au Maroc d'accueillir d'autres grands événements, Coupe d'Afrique des Nations, compétitions internationales d'athlétisme ou même, à terme, une candidature aux Jeux Olympiques. La construction du stade Hassan II et la rénovation de 6 autres enceintes représentent le plus grand programme d'infrastructures sportives jamais entrepris par le Maroc. La capacité du pays à achever ce programme ambitieux dans les délais et le budget prévus sera mise à l'épreuve au cours des 4 prochaines années, mais les progrès actuels montrent sa détermination à faire de cette Coupe du Monde à domicile un succès qui transformera durablement le football marocain. Aussi immense que soit ce nouveau stade, les prochains méga-projets seront 10 fois plus extrêmes. À commencer par une traversée maritime dans la capitale du Qatar, qui constitue une véritable prouesse d'ingénierie. Doha se trouve sur une péninsule qui s'étend dans le golfe Persique. La ville s'est développée à une vitesse spectaculaire au cours des dernières décennies, la richesse pétrolière et gazière du Qatar l'ayant transformée d'un petit port commercial en une métropole moderne. Mais cette croissance rapide a créé un énorme problème. La baie de Doha traverse le cœur de la ville et actuellement, il n'existe que 2 moyens de passer d'un côté à l'autre. La corniche, qui contourne toute la baie, ou Al Rayyan Road, qui longe sa partie sud. Aux heures de pointe, un trajet qui devrait prendre 5 minutes peut dépasser 1 heure. Les embouteillages coûtent chaque année des centaines de millions de dollars à l'économie de Doha en perte de productivité, carburant gaspillé et baisse de la qualité de vie. Le projet Shark Crossing doit résoudre ces problèmes avec non pas 1, mais 3 traversées distinctes de la baie de Doha, créant un immense corridor de transport qui transformera toute la ville. L'élément central est un pont à haubans destiné à devenir l'une des structures les plus emblématiques du Qatar. Mais un seul pont ne suffisant pas à absorber le trafic de Doha, le projet comprend également un tunnel immergé sous la baie ainsi qu'une liaison terrestre reliant différentes parties du réseau routier côtier. Le Qatar a commencé à étudier sérieusement les possibilités de traverser la baie de Doha au début des années 2010, alors que le pays se préparait à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le tournoi devait attirer des millions de visiteurs dans une ville dont les infrastructures souffraient déjà de congestion. Les premières propositions prévoyaient un seul pont, mais les études techniques ont montré que la profondeur de la baie, la nature meuble des fonds marins et la nécessité de maintenir l'accès maritime exigeaient une solution plus complète. La conception actuelle, comprenant 3 traversées, a été finalisée vers 2017, suivie d'études techniques détaillées. Le projet a été officiellement approuvé et financé en 2019, avec un début des travaux prévu en 2020. Mais la pandémie de Covid-19 a retardé le lancement, et les premiers travaux n'ont réellement commencé qu'en 2021. Le pont à haubans constitue la partie la plus visible du projet. S'élevant à plus de 200 mètres au-dessus de l'eau, il comportera des tours distinctives qui deviendront de nouveaux symboles de Doha. Son design s'inspire à la fois de l'ingénierie moderne et de l'architecture traditionnelle qatari, avec des tours rappelant les voiles des dos, les bateaux traditionnels qui naviguent dans ces eaux depuis des siècles. Le pont accueillera 8 voies de circulation, des voies réservées au transport public, ainsi que des passages piétons offrant des vues spectaculaires sur la baie de Doha. Construire les fondations du pont dans la baie représente un défi majeur. Les fonds marins sont constitués de sédiments meubles, nécessitant des pieux profonds pour atteindre une roche suffisamment stable. Chacune des tours principales repose sur d'immenses fondations descendant de 50 à 60 mètres sous le fond marin. Les travaux nécessitent l'installation de centaines de pieux en acier, suivis de la construction d'énormes caissons en béton destinés à soutenir les tours. Tout cela doit être réalisé sans interrompre l'accès maritime au port de Doha et en limitant l'impact sur l'écosystème marin.
Le tunnel immergé repose sur une méthode totalement différente. Au lieu de passer au-dessus de l'eau, il traversera la baie sous le fond marin grâce à des sections préfabriquées en béton. Chaque section est construite à terre, mise à flot jusqu'à son emplacement, puis soigneusement descendue sur le fond marin avant d'être raccordée à la précédente. Le tunnel s'étendra sur plus de 3 km, avec plusieurs voies de circulation, des sorties de secours et des systèmes de ventilation. Les tunnels immergés sont complexes mais déjà éprouvés, notamment à Hong Kong, Copenhague et en Corée du Sud. Début 2026, les travaux avancent sur les 3 traversées. Les principales tours du pont commencent à s'élever au-dessus de l'eau, les travaux de pieux et de fondation étant terminés. Les sections du tunnel sont fabriquées dans des installations spécialement construites, et les premières ont déjà été installées sur le fond marin. La liaison terrestre avance le plus rapidement, puisqu'elle repose sur des techniques routières plus conventionnelles. Avec un budget de 12 milliards de dollars, il s'agit de l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire du Qatar, derrière seulement les investissements massifs consacrés au stade de la Coupe du Monde et au métro de Doha. Mais contrairement au stade, moins utilisé après le tournoi, le Shark Crossing servira les habitants et l'économie de Doha pendant plusieurs décennies. Le projet est entièrement financé par le gouvernement qatari via son autorité des travaux publics, avec de grandes entreprises internationales travaillant aux côtés de sociétés locales. Une fois les nouvelles traversées achevées, les temps de trajet devraient diminuer radicalement. Un parcours qui prend actuellement 45 à 60 minutes aux heures de pointe pourrait être réduit à seulement 10 à 15 minutes. Cela ouvrira également de nouvelles zones au développement, puisque des quartiers auparavant trop éloignés des principaux pôles d'emploi deviendront beaucoup plus accessibles. Le projet modifiera aussi le développement urbain de Doha. Certaines zones situées à l'ouest de la baie, jusqu'ici peu développées en raison de leur mauvaise accessibilité, pourraient devenir des secteurs immobiliers très recherchés. Le gouvernement qatari prévoit déjà d'importants développements mixtes dans ces zones, anticipant une hausse de la demande grâce aux nouvelles connexions. Cette meilleure accessibilité rendra également Doha plus attractive pour les entreprises internationales et les travailleurs expatriés, soutenant les objectifs de diversification économique du Qatar. Le calendrier prévoit l'ouverture de la première traversée en 2028 et la mise en service des 3 d'ici 2030. Cela représenterait environ 9 ans entre le début des travaux et l'achèvement complet. Si le Qatar respecte ce calendrier, le Shark Crossing transformera Doha au moment même où la ville poursuit son développement comme centre régional des affaires, de la culture et du tourisme. Si le pays a attiré l'attention mondiale grâce à la Coupe du Monde, des projets comme celui-ci montrent que le Qatar cherche également à construire les fondations d'une ville moderne et efficace, capable de rivaliser avec Dubaï, Abu Dhabi et les autres grandes capitales régionales. Une fois achevé, le Shark Crossing deviendra l'un des méga-projets de transport les plus impressionnant du Moyen-Orient. Une solution à 12 milliards de dollars à un problème qui frustre les habitants de Doha depuis des décennies. Après l'une des traversées maritimes les plus retardées, direction l'Égypte pour découvrir l'un des méga-projets achevés le plus rapidement de l'histoire. Chaque jour, des dizaines d'immenses porte-conteneurs attendent au large de l'Égypte leur tour pour traverser l'une des voies navigables les plus importantes au monde. Le canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, voit passer environ 12% du commerce mondial. Mais en 2013, l'Égypte faisait face à un problème. Le canal approchait de sa capacité maximale, les navires attendaient parfois plusieurs jours et le pays risquait de perdre du trafic au profit d'autres routes. Le canal de Suez original a ouvert en 1869 après 10 années de construction qui ont coûté la vie à 100 000 ouvriers égyptiens. Cette voie navigable de 193 km est immédiatement devenue l'un des actifs stratégiques les plus importants au monde, réduisant d'environ 7000 km le trajet entre l'Europe et l'Asie en évitant de contourner l'Afrique. Le contrôle du canal a provoqué des guerres, des crises internationales et des tensions diplomatiques. L'Égypte gagne plus de 8 milliards de dollars par an grâce aux droits de passage, ce qui en fait l'une de ses principales sources de devises étrangères. Au début des années 2010, le canal rencontrait de sérieuses limites de capacité. Les navires devenaient toujours plus grands. Les porte-conteneurs modernes peuvent transporter plus de 20 000 conteneurs, ce qui les empêche de se croiser sur une grande partie du canal. Celui-ci fonctionnait donc presque comme une route à sens unique, avec des convois vers le sud le matin et vers le nord l'après-midi. Les navires arrivant au mauvais moment devaient attendre dans des zones dédiées jusqu'au prochain convoi, parfois pendant plusieurs jours. Avec la croissance du commerce mondial, ces retards devenaient de plus en plus fréquents. En août 2014, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi annonça une solution particulièrement ambitieuse.
construire un deuxième canal de Suez. Au lieu d'un projet gouvernemental classique nécessitant des années de planification et des financements internationaux, Al-Sisi annonça que l'Égypte construirait un chenal parallèle de 72 km en seulement un an, entièrement financé par les citoyens égyptiens grâce à des certificats d'investissement. L'annonce suscita beaucoup de scepticisme. Comment l'Égypte pouvait-elle creuser 72 km de canal en 12 mois alors que le canal original avait nécessité 10 ans? Mais Al-Sisi était déterminé. Quelques jours plus tard, l'Égypte lança une immense campagne de financement public en vendant des certificats d'investissement à ses citoyens. En seulement 8 jours, les Égyptiens achetèrent pour 8 milliards de dollars de certificats, démontrant à la fois leur ferveur patriotique et leur confiance dans le projet. Le financement assuré, l'Égypte lança une mobilisation d'une ampleur jamais vue depuis la construction du haut barrage d'Assouan dans les années 1960. Les travaux commencèrent immédiatement en août 2014. Plutôt que de repartir de zéro, le projet prévoyait d'élargir et d'approfondir un chenal parallèle existant dans la partie nord du canal, tout en creusant une nouvelle section de 37 km au sud. Cette approche réduisait considérablement les excavations nécessaires, tout en permettant la circulation dans les deux sens. L'ampleur des travaux était impressionnante. L'Égypte mobilisa 17 entreprises internationales de dragage, utilisant 27 dragues, actives 24 heures sur 24. Les entreprises venaient de Belgique, des Pays-Bas et d'Égypte. Plus de 1000 petits navires soutenaient les opérations. Sur Terre, certains des plus grands excavateurs et camions-bennes au monde furent mobilisés. Au plus fort du chantier, plus de 35 000 ouvriers travaillaient sur place, creusant le sable et la roche sous la chaleur intense de l'été égyptien. La logistique était extrêmement complexe. Les dragues retirèrent environ 250 millions de mètres cubes de sable et de roches, soit suffisamment pour remplir 100 000 piscines olympiques. Ces matériaux devaient être transportés vers des zones précises afin de ne pas bloquer les voies maritimes ni endommager les écosystèmes. Il fallait également acheminer de l'eau douce jusqu'aux chantiers désertiques et fournir logement, nourriture et soins médicaux aux ouvriers dans des zones presque dépourvues d'infrastructures. Les ingénieurs rencontrèrent également des défis propres au canal de Suez. Contrairement aux rivières ou aux ports où les sédiments sont relativement stables, certaines zones du canal traversent des fonds susceptibles de se déplacer. Les berges devaient être soigneusement renforcées pour éviter les effondrements, notamment là où le nouveau chenal longeait l'ancien, avec seulement une étroite bande de terre entre les deux. Dans certaines sections, le fond du canal se situe sous le niveau de la mer, nécessitant un pompage constant pour éviter l'inondation des zones de travail. Fait remarquable, l'Égypte acheva le projet en seulement 11 mois. En août 2015, presque exactement un an après l'annonce, le président Al-Sisi inaugura le nouveau canal de Suez lors d'une grande cérémonie réunissant des dignitaires étrangers et retransmise en direct dans tout le pays. L'ouverture fut présentée comme un triomphe national, démontrant la capacité de l'Égypte à réaliser rapidement un immense projet d'infrastructure, alors que de nombreux autres pays accumulaient les retards sur leurs méga-projets. Le nouveau canal de Suez a profondément changé le fonctionnement de la voie navigable. Les sections parallèles permettent désormais aux navires de circuler simultanément dans les deux directions, doublant ainsi la capacité sur ces portions. Le temps nécessaire pour traverser entièrement le canal est passé de 18 à 20 heures à environ 11 à 13 heures. La capacité théorique quotidienne est passée de 49 à 97 navires, même si le trafic réel se situe généralement autour de 60 à 70 navires selon le niveau du commerce mondial. Sur le plan économique, les résultats sont plus mitigés. L'Égypte prévoyait que les revenus du canal atteindraient 13 milliards de dollars par an en 2023, mais leur croissance a été plus lente, atteignant environ 9 à 10 milliards de dollars en 2024. Le projet a toutefois apporté d'autres avantages. Les temps de transit réduits ont renforcé la compétitivité du canal face à des itinéraires alternatifs comme celui du Cap de Bonne-Espérance. L'augmentation de capacité donne également à l'Égypte davantage de marge pour accompagner la croissance future du commerce mondial. Le projet a aussi apporté des bénéfices inattendus au secteur égyptien de la construction. L'expérience acquise grâce à la réalisation accélérée du nouveau canal de Suez a ensuite été utilisée sur d'autres méga-projets, notamment la nouvelle capitale administrative, ainsi que différents projets routiers et ponts. Le nouveau canal de Suez reste l'un des méga-projets de cette ampleur réalisé le plus rapidement. Aujourd'hui, les navires continuent de traverser le canal de Suez comme ils le font depuis plus de 150 ans, mais ils peuvent désormais se croiser dans des sections qui constituaient autrefois des goulots d'étranglement à sens unique.
Depuis l'Égypte, direction Dubaï pour découvrir un méga projet composé d'îles reproduisant la carte du monde. Vu du ciel, on dirait que quelqu'un a essayé de recréer la planète Terre en miniature et de la déposer juste au large de Dubaï. The World est l'un des projets d'îles artificielles les plus ambitieux et les plus problématiques jamais tentés. 300 îles disposées de manière à former une carte du monde, chaque île représentant un pays ou une région différente. Avec un investissement total estimé à 14 milliards de dollars, The World devait devenir le symbole ultime de l'ambition de Dubaï. Au lieu de cela, il est devenu un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'ambition rencontre la réalité économique. L'histoire de The World commence au début des années 2000, pendant le boom immobilier sans précédent de Dubaï. Palm Jumeirah, le premier projet d'île artificielle de Dubaï en forme de palmier, était déjà en construction et suscitait énormément d'enthousiasme. Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, voulait quelque chose d'encore plus spectaculaire. L'idée est alors apparue. Créer un archipel d'îles en forme de carte du monde, visible depuis l'espace, où de riches acheteurs pourraient posséder leur propre pays insulaire privé. Nakheel, le promoteur public à l'origine des projets Palm, a reçu le contrat pour construire The World. Le projet a été annoncé en 2003 et a immédiatement attiré l'attention du monde entier. Le concept était brillamment simple et incroyablement complexe. Draguer du sable dans les eaux côtières peu profondes de Dubaï et l'utiliser pour créer 300 îles disposées de manière à reproduire les continents, le tout dans une zone de 9 km sur 6. Chaque île serait vendue à des acheteurs privés qui pourraient la développer comme ils le souhaitaient. Complexe de luxe, propriétés privées, lieux de divertissement, tout ce qu'ils pouvaient imaginer. La construction a commencé en 2003 avec une flotte de drague travaillant 24 heures sur 24. Le processus consistait à aspirer le sable du fond marin, puis à le projeter selon des formes soigneusement définies grâce à des coordonnées GPS. Créer la carte du monde exigeait une précision extraordinaire. Chaque île devait être positionnée exactement au bon endroit pour que l'ensemble fonctionne. Les îles variaient de 14 000 à 42 000 mètres carrés, suffisamment grandes pour permettre d'importants développements, mais assez petites pour conserver l'apparence d'une carte du monde vue du ciel. En 2008, les îles étaient terminées. Les photographies aériennes montraient une carte du monde clairement reconnaissable, flottant dans le golfe Persique. Nakheel avait réussi à créer cette carte à partir de 321 millions de pieds cubes de sable. Des brise-lames protecteurs entouraient l'archipel afin de limiter l'érosion, et des chenaux entre les îles permettaient l'accès par bateau. Nakheel a commencé à vendre les îles, avec des prix allant de 15 à 45 millions de dollars selon la taille et l'emplacement. L'entreprise prévoyait que toutes les îles seraient vendues en quelques mois. Les premières ventes ont été fortes. Virgin Group, de Richard Branson, a acheté Great Britain. Des investisseurs du monde entier se sont précipités pour acheter l'île de leurs rêves. Les projets comprenaient un complexe de luxe sur Antarctica, des propriétés privées de célébrités sur plusieurs îles européennes et un complexe de divertissement sur le thème de l'Afrique. Le marché immobilier de Dubaï était à son apogée absolu avec des valeurs immobilières qui doublaient chaque année. Rien ne semblait impossible. Puis 2008 est arrivé. La crise financière mondiale a frappé le marché immobilier de Dubaï comme un tsunami. Les valeurs immobilières se sont effondrées du jour au lendemain. Le crédit s'est complètement tari. Les investisseurs qui s'étaient engagés à acheter des îles ne pouvaient soudainement plus obtenir de financement. Les projets de développement qui n'existaient que sur papier ont été abandonnés. Nakheel elle-même a frôlé l'effondrement financier et a dû être sauvée par le gouvernement d'Abu Dhabi. The World est devenu un archipel fantôme. Sur 300 îles, seules quelques-unes ont connu un véritable développement. Les autres sont restées vides, des îles de sable stériles, lentement érodées par l'eau. Les vagues. Les brise-lames se sont révélés insuffisants pour empêcher les forces naturelles de remodeler les îles. Les photographies aériennes de 2010 montraient déjà une perte de définition, les chenaux entre les îles se remplissant de sédiments et les formes devenant moins distinctes. Les problèmes ne se limitaient pas à l'économie. Des préoccupations environnementales sont apparues concernant l'impact du projet sur les écosystèmes marins. Les opérations massives de dragage avaient perturbé les fonds marins et modifié les courants côtiers. Certaines espèces marines autrefois présentes dans la zone avaient disparu. La qualité de l'eau entre les îles s'est détériorée à mesure que la circulation diminuait. Les critiques, réduits au silence pendant les années de boom, ont commencé à se demander si de tels projets massifs d'îles artificielles étaient réellement durables ou souhaitables. Pourtant, The World n'est pas complètement mort. Quelques îles ont effectivement été développées. Lebanon Island possède un club de plage privé. Sweden Island accueille des villas de luxe.
Le projet Heart of Europe, un ensemble d'îles conçues pour évoquer des destinations européennes, a réellement avancé, avec l'ouverture de phases comprenant des îles inspirées de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse et de Monaco. Ces îles développées montrent ce que The World aurait pu devenir si la crise financière n'était pas intervenue. À partir d'environ 2015, alors que l'économie de Dubaï se redressait, de nouveaux efforts ont été lancés pour relancer The World. Nakheel a investi dans le renforcement des brise-lames et dans l'entretien des îles non développées afin de limiter davantage l'érosion. De nouvelles campagnes de vente ont été lancées, même si la construction réelle est restée limitée. Le défi est que développer une île privée coûte extrêmement cher. Au-delà du prix d'achat, les propriétaires doivent créer toute l'infrastructure à partir de zéro. Production d'électricité, dessalement de l'eau, traitement des eaux usées, quais pour bateaux, ainsi que tous les bâtiments et équipements souhaités. Il n'existe aucune infrastructure partagée. Chaque île doit être totalement autonome. Cela signifie que même un développement relativement modeste peut coûter des dizaines de millions de dollars, ce qui le rend inaccessible à presque tous, sauf aux acheteurs les plus fortunés. Et ces acheteurs disposent désormais de nombreuses autres options. Le marché immobilier de Dubaï a mûri et propose de nombreuses alternatives ultra luxueuses qui ne nécessitent pas de tout construire à partir de zéro. En 2026, The World reste un étrange mélange d'ambition et d'abandon. Les photos aériennes montrent que la carte du monde reste reconnaissable, même si elle est moins nette qu'au moment de sa création. Environ 10 à 15% des îles présentent des signes de développement ou de construction active. Les autres restent vides, attendant des acheteurs qui ne viendront peut-être jamais. L'investissement total dans The World est estimé à 14 milliards de dollars, en incluant la construction initiale, l'entretien continu, les îles développées et les infrastructures. Cela en fait l'un des développements immobiliers les plus coûteux de l'histoire par rapport à ce qui existe réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, The World reste un monument à une période bien précise de l'histoire de Dubaï, le milieu des années 2000, lorsque tout semblait possible et qu'aucun projet ne paraissait trop ambitieux. Il reste cependant très incertain qu'il soit un jour entièrement développé comme prévu à l'origine. L'histoire d'Etihad Rail commence avec un problème. Les 7 émirats des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah, n'étaient reliés que par des autoroutes de plus en plus congestionnées. Des millions de personnes se déplacent chaque jour entre les Émirats pour travailler, le seul corridor Abu Dhabi-Dubaï comptant plus de 350 000 navetteurs quotidiens. Les camions de fret encombrent les autoroutes, transportant aussi bien des matériaux de construction que des biens de consommation entre les ports et les villes. Les Émirats avaient besoin d'une solution capable de transporter efficacement à la fois les passagers et les marchandises. Le concept d'un réseau ferroviaire national était discuté depuis les années 1990. Mais la planification sérieuse a commencé en 2008. Le gouvernement des Émirats a compris que ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres, développaient leur propre réseau ferroviaire, et que la vision à long terme consistait à connecter tous ces réseaux au sein d'un système à l'échelle du Golfe. En 2009, les Émirats ont créé Etihad Rail en tant qu'entreprise publique spécialement chargée de développer, construire et exploiter le réseau ferroviaire national. Le projet a été conçu en 3 phases. La phase 1 devait se concentrer sur le fret, reliant les champs gaziers de Shah et Habshan dans l'intérieur d'Abu Dhabi au port de Ruwais. La phase 2 étendrait le réseau afin de relier les 7 Émirats, connectant Abu Dhabi, Dubaï et les Émirats du Nord. La phase 3 prolongerait le réseau jusqu'à la frontière saoudienne à l'ouest et la frontière omanaise à l'est, permettant des connexions internationales. Le réseau total devait s'étendre sur environ 1200 km avec plus de 900 km de nouvelles voies et des connexions à des infrastructures existantes. La construction de la phase 1 a commencé en 2010, avec un accent sur la ligne de fret de 264 km. C'était un point de départ logique. L'industrie pétrolière et gazière des Émirats avait besoin d'un moyen efficace de transporter les granulés de soufre produits comme sous-produits du traitement du gaz. Les camions étaient coûteux, lents et problématiques sur le plan environnemental. Une ligne ferroviaire dédiée au fret pouvait déplacer des volumes énormes beaucoup plus efficacement. La phase 1 a été achevée en 2016 et a immédiatement commencé à fonctionner. Mais la phase 2 représentait la véritable ambition. Cette section de 605 km devait relier Abu Dhabi à Dubaï et aux Émirats du Nord
avec des services de fret et de passagers. La planification et la conception ont pris plusieurs années, car le tracé devait traverser des zones urbaines existantes, franchir des terrains difficiles et se connecter aux ports, aux aéroports et aux zones industrielles. Le tracé final a été optimisé pour desservir à la fois les clients du fret et les futurs passagers, tout en minimisant l'impact environnemental et les difficultés liées à l'acquisition de terrain. La construction de la phase 2 a officiellement commencé en 2018, avec plusieurs entrepreneurs travaillant simultanément sur différentes sections. L'ampleur des travaux est énorme. Le tracé nécessite plus de 50 ponts, plusieurs tunnels à travers les montagnes et une navigation précise dans des zones écologiquement sensibles. Les voies sont construites pour accueillir à la fois des trains de passagers pouvant atteindre 200 km/h et de lourds trains de fret transportant des conteneurs et des marchandises en vrac. En 2022, des progrès importants étaient visibles sur l'ensemble du réseau. La section reliant Abu Dhabi à Dubaï prenait forme, avec des ponts s'élevant au-dessus des wadis et des autoroutes. Dans les Émirats du Nord, la pose des voies avait commencé. La connexion vers Fujairah, qui nécessite de percer les montagnes du Hajar, présentait des défis techniques particuliers, les ouvriers creusant dans la roche solide pour créer des passages pour les trains. Début 2026, Etihad Rail a annoncé que la phase 2 était achevée à environ 85 à 90%, avec les premiers services de passagers prévus plus tard dans l'année. Le réseau de fret fonctionne déjà sur les sections terminées, avec des trains transportant des conteneurs entre les zones industrielles et les ports. Les dernières connexions de voies, les systèmes de signalisation et la construction des gares sont toujours en cours, l'ensemble du réseau devant être achevé et les opérations passagers commencer fin 2026 ou début 2027. Le service passager reliera 11 villes à travers les Émirats. Les trains circuleront jusqu'à 200 km/h, réduisant le trajet entre Abu Dhabi et Dubaï à environ 50 minutes, contre plus de 90 minutes en voiture, dans des conditions de circulation normales. Le trajet entre Abu Dhabi et Fujairah prend aujourd'hui plus de 2 heures en voiture à travers les routes de montagne, prendra environ 100 minutes en train. Les gares des grandes villes comme Abu Dhabi et Dubaï sont conçues comme de véritables repères architecturaux, avec des installations modernes comprenant des salons d'affaires, des zones commerciales et des connexions fluides avec d'autres modes de transport comme le métro et les bus. L'objectif est de faire du train le choix privilégié et non une simple alternative. Pour les navetteurs quotidiens, les voyageurs d'affaires et les touristes, cela représente une amélioration spectaculaire des temps de trajet et du confort. Etihad Rail prévoit qu'en 2030, le réseau transportera 36,5 millions de passagers par an. Le projet gérera également d'importants volumes de fret, pouvant dépasser 60 millions de tonnes de marchandises par an, réduisant ainsi le nombre de camions sur les autoroutes des Émirats et les émissions liées au transport. Le coût total de 14 milliards de dollars en fait l'un des plus grands investissements en infrastructure des Émirats, mais son impact dépasse largement son coût financier. Lorsque Etihad Rail lancera pleinement ses opérations passagers en 2026 à 2027, ce sera la première fois dans l'histoire du pays que les habitants pourront voyager entre les Émirats en train. Pour un pays construit autour de l'automobile et des autoroutes, cela représente un changement fondamental dans la culture des transports. L'achèvement d'Etihad Rail permettra également de faire avancer le projet ferroviaire plus large du CCG, qui prévoit de relier les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman, dans un réseau unique de plus de 2000 km. Cela permettrait à quelqu'un de monter dans un train à Koweït City et de voyager jusqu'à Mascate à Oman en traversant plusieurs pays. En parlant d'Oman, passons maintenant à un méga projet situé au milieu de nulle part qui a suscité autant de controverses que de rentabilité. Dans la ville côtière isolée de Doukm à Oman, quelque chose d'extraordinaire prend forme. Un complexe de raffinerie de pétrole de 10 milliards de dollars qui représente l'un des plus grands investissements industriels de l'histoire d'Oman. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas seulement son ampleur, c'est aussi la raison pour laquelle Oman construit une immense raffinerie à une époque où le monde est censé s'éloigner des combustibles fossiles et pourquoi le pays a choisi de la construire au milieu de nulle part. Oman produit du pétrole depuis les années 1960. Mais contrairement à ses voisins du Golfe disposant d'immenses réserves, les champs pétroliers d'Oman sont plus modestes. Le pays produit environ 1 million de barils par jour, suffisamment pour générer des revenus importants, mais pas assez pour garantir la prospérité
pendant des générations. Les responsables omanais ont compris il y a plusieurs décennies que le pétrole ne durerait pas éternellement et que le pays devait tirer le maximum de valeur de chaque baril. La solution ? Au lieu de simplement extraire du pétrole brut et de le vendre, le raffiner en produits à forte valeur ajoutée comme l'essence, le diesel et les produits pétrochimiques, qui se vendent beaucoup plus cher. Le projet de raffinerie de Duqm a été conçu au début des années 2010 dans le cadre de la stratégie plus large de diversification économique d'Oman. Le choix de l'emplacement, Duqm, se trouve à 550 km au sud de Mascate, loin des principaux centres de population et des champs pétroliers du pays. Mais cet emplacement est en réalité stratégique. La ville se trouve sur la mer d'Arabie, en dehors du détroit d'Ormuz, par lequel passe une part importante du pétrole mondial et où les tensions géopolitiques éclatent périodiquement. Une raffinerie à Duqm peut recevoir du pétrole brut et exporter des produits sans dépendre de l'accès au détroit d'Ormuz. De plus, Oman envisageait de transformer Duqm en un important centre industriel. Le gouvernement l'avait déjà désigné comme zone économique spéciale, avec des incitations fiscales et des réglementations simplifiées destinées à attirer les investissements. Une raffinerie de classe mondiale servirait de point d'ancrage au développement industriel, attirant des industries connexes et des infrastructures de soutien. Le budget initial avait été fixé à environ 6 milliards de dollars lorsque le projet a été approuvé en 2013, mais cette estimation allait se révéler largement trop optimiste. La construction a commencé en 2014 avec d'importants travaux de préparation du site. L'emplacement côtier nécessitait la construction d'installations portuaires permettant de recevoir les livraisons de pétrole brut et d'exporter les produits raffinés. Le complexe de la raffinerie devait s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés, nécessitant d'immenses travaux de terrassement pour niveler le site et créer des fondations capables de supporter d'énormes unités de traitement. Les premiers travaux se sont concentrés sur la création des infrastructures de base, routes, services publics, logements temporaires pour les ouvriers et installations portuaires. La conception de la raffinerie intégrait les technologies les plus récentes afin de traiter à la fois du brut omanais et du pétrole brut provenant d'autres sources, avec une capacité de raffinage de 230 000 barils par jour. Plus important encore, elle a été conçue comme une raffinerie complexe, avec des unités de traitement sophistiquées capables de transformer du pétrole brut lourd en produits légers à forte valeur. Cette flexibilité signifie que la raffinerie peut traiter le pétrole brut le moins cher ou le plus disponible, maximisant ainsi sa rentabilité. La construction s'est accélérée en 2015 à 2016, avec l'arrivée de milliers d'ouvriers sur ce site isolé. Au plus fort des travaux, plus de 20 000 personnes travaillaient sur le projet, ce qui en faisait l'un des plus grands chantiers d'Oman. Mais les problèmes sont apparus presque immédiatement. L'emplacement isolé, qui offrait des avantages stratégiques, créait d'immenses défis logistiques. Tout, des énormes tours de traitement aux simples matériaux de construction, devait être transporté jusqu'à Duqm. Le grand port le plus proche se trouvait à des centaines de kilomètres. Construire des logements temporaires et des installations pour 20 000 ouvriers dans une ville qui comptait auparavant seulement quelques milliers d'habitants revenait pratiquement à créer une nouvelle ville. Les défis techniques se sont multipliés. Certaines unités de traitement de la raffinerie figurent parmi les plus grandes jamais construites, nécessitant une fabrication et un assemblage extrêmement précis. L'environnement côtier impliquait une exposition constante à l'air salin, susceptible de corroder les équipements. La chaleur extrême des étés omanais, les températures dépassent régulièrement 45 degrés Celsius, rendaient les travaux particulièrement difficiles et exigeaient des mesures spéciales pour les équipements destinés à fonctionner dans ces conditions. En 2017, il était devenu évident que le budget et le calendrier initiaux étaient irréalistes. Le budget a été révisé à environ 7 milliards de dollars, puis 8 milliards, avant d'atteindre finalement des estimations de 10 milliards. La date d'achèvement, initialement prévue pour 2017, a été repoussée à 2018, puis 2020, puis 2022. Ces retards et dépassements de coûts sont fréquents dans les méga-projets, mais leur ampleur restait impressionnante. Plusieurs facteurs ont entraîné ces augmentations de coûts. Les prix mondiaux du pétrole se sont effondrés entre 2014 et 2016, obligeant Oman à obtenir des financements supplémentaires à des conditions moins favorables. Des modifications de conception ont été nécessaires à mesure que les réglementations environnementales évoluaient. La complexité même de la construction d'une infrastructure aussi sophistiquée dans un endroit isolé s'est révélée plus coûteuse que prévu. Et comme dans pratiquement tous les méga-projets mondiaux, la coordination entre plusieurs entrepreneurs, fournisseurs et parties prenantes a créé des inefficacités et des retards.
La raffinerie a finalement commencé ses opérations en 2023, près d'une décennie après le début des travaux et 6 ans après le calendrier initial. Le premier pétrole brut a été traité et les produits raffinés ont commencé à circuler. Cela a marqué une étape majeure pour Oman, représentant l'aboutissement de plusieurs années de planification et de construction. Mais le début des opérations ne signifie pas que le projet est terminé. Début 2026, les travaux d'expansion et d'optimisation se poursuivent. Des unités de traitement supplémentaires sont mises en service, rapprochant la raffinerie de sa pleine capacité prévue. L'intégration de tous les systèmes, de la réception du pétrole brut à l'exportation des produits, est encore en cours d'optimisation. Le personnel est formé afin d'exploiter cette installation complexe de manière efficace et sûre. L'économie de la raffinerie de Duqm est complexe. Avec un coût de 10 milliards de dollars, l'investissement initial est énorme et générer des rendements suffisants pour justifier cette somme prendra des décennies. Cependant, le calcul d'Oman ne repose pas uniquement sur les rendements financiers. La raffinerie apporte au pays une sécurité énergétique. Oman peut désormais produire sa propre essence, son diesel et d'autres produits pétroliers au lieu de les importer. Elle ajoute également de la valeur au pétrole brut omanais, augmentant les revenus par rapport à une simple exportation de brut. La raffinerie de Duqm a stimulé un développement plus large dans la région. Elle a attiré d'autres investisseurs, notamment un parc industriel chinois, des installations de cale sèche et des projets de complexes pétrochimiques. La ville de Duqm a été transformée, passant d'un village de pêcheurs à une ville industrielle émergente, dotée de logements modernes, d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures. Reste à savoir si ce développement sera durable à long terme, mais la transformation est indéniable. Face aux critiques environnementales, la position d'Oman est pragmatique. Le monde continuera à utiliser des produits pétroliers pendant des décennies, et le pétrole omanais sera extrait et raffiné quoi qu'il arrive. Autant que cela se fasse dans une installation moderne et efficace à Oman, plutôt que d'exporter du pétrole brut pour le faire raffiner ailleurs. La raffinerie de Duqm représente le pari d'Oman sur un avenir industriel. Avec plus de 10 milliards de dollars, il s'agit de l'un des plus grands investissements de l'histoire omanaise. Au cours de la prochaine décennie, elle deviendra soit un modèle de diversification économique réussi, soit un avertissement sur les risques liés aux immenses méga-projets industriels dans un avenir énergétique incertain. Palm Jebel Ali est le troisième et le plus grand projet d'île artificielle en forme de palmier de Dubaï, dépassant même la célèbre Palm Jumeirah. Avec un coût estimé à 20 milliards de dollars, Palm Jebel Ali représente la confiance continue de Dubaï dans le développement d'îles artificielles, malgré les leçons tirées de projets partiellement échoués comme The World. L'histoire de Palm Jebel Ali commence avec l'immense succès de Palm Jumeirah, la première île artificielle en forme de palmier de Dubaï, achevée au milieu des années 2000. Palm Jumeirah est devenue une adresse emblématique, accueillant des hôtels de luxe comme Atlantis The Palm, des milliers de villas et d'appartements en bord de mer, ainsi que certains des biens immobiliers les plus chers de Dubaï. La forme du palmier était visible depuis l'espace. Les valeurs immobilières ont explosé et Dubaï a acquis une reconnaissance mondiale pour son audace en matière d'ingénierie. Encouragé par ce succès, Nakheel a annoncé non pas une, mais 2 îles palmiers supplémentaires. Palm Jebel Ali serait construite dans la zone de Jebel Ali à Dubaï, plus au sud, le long de la côte. Palm Deira serait construite au large du quartier de Deira, dans le nord de Dubaï. Avec Palm Jumeirah, ces 3 îles formeraient un trio de développement en forme de palmier qui définirait le littoral de Dubaï. Palm Jebel Ali a été conçue pour être 50% plus grande que Palm Jumeirah, avec une structure plus complexe. Le projet comprenait le traditionnel tronc et les palmes, mais ajoutait des éléments supplémentaires, notamment des maisons sur l'eau construites sur pilotis, des canaux traversant le développement et un pont de 8 km reliant l'île au continent. Le projet créerait des propriétés en bord de mer destinées à des villas de luxe, des appartements, des hôtels et des lieux de divertissement. La construction a commencé en 2002, peu après le lancement des travaux de Palm Jumeirah. Les opérations de dragage ont commencé avec des navires aspirant le sable du fond du golfe avant de le projeter dans des formes soigneusement définies. En 2007, la forme principale de l'île était achevée. Les photographies aériennes montraient clairement le contour distinctif du palmier émergé de l'eau. Des brise-lames avaient été construits pour protéger l'île de l'érosion. Les travaux d'infrastructure avaient commencé sur la section du tronc, notamment les routes et les réseaux de services publics. La crise financière mondiale a ensuite dévasté le marché immobilier de Dubaï, et Nakheel, le promoteur à l'origine des 3 îles palmiers, a frôlé l'effondrement financier. Le gouvernement de Dubaï a dû organiser un plan de sauvetage, et les projets de Nakheel ont été réévalués.
Palm Jebel Ali a été mise en pause. L'île était en grande partie achevée en matière de récupération de terre, mais restait non développée dans l'attente de meilleures conditions économiques. Pendant plus d'une décennie, Palm Jebel Ali est resté dans l'incertitude. Les photographies aériennes des années 2010 montraient que la forme de l'île se détériorait légèrement sous l'effet de l'érosion sur certaines parties non protégées. Les brise-lames nécessitaient un entretien qui n'était pas toujours effectué. L'île est devenue une curiosité, clairement visible depuis les avions, mais manifestement abandonnée. En 2021, Dubaï a annoncé que Palm Jebel Ali serait enfin développé. La relance est intervenue dans le cadre de la reprise économique post-Covid de Dubaï et du retour de la confiance sur le marché immobilier. Nakheel a présenté de nouveaux plans montrant un développement complètement repensé, intégrant les leçons tirées de Palm Jumeirah ainsi que l'évolution des préférences du marché. La nouvelle vision de Palm Jebel Ali comprend plus de 80 hôtels et complexes touristiques, 35 clubs de plage et des milliers de résidences. Contrairement à Palm Jumeirah, qui s'est fortement concentré sur les villas, Palm Jebel Ali comprendra davantage d'hôtels et de lieux de divertissement, ciblant à la fois les résidents et les touristes. L'une des caractéristiques innovantes est la Palm Crown, un complexe d'hôtels et de lieux de divertissement situé au centre du palmier, destiné à devenir une destination à part entière. La construction a repris en 2022 en commençant par les infrastructures sur les terres déjà créées. Des routes sont construites, des services publics sont installés et l'île est préparée au développement. L'approche diffère du plan initial. Au lieu de développer toute l'île en une seule fois, Nakheel avance par phases, terminant et vendant certaines sections avant de passer aux suivantes. Le budget de 20 milliards de dollars comprend les coûts initiaux de récupération des terres, le développement des infrastructures, ainsi que les premières phases de construction résidentielle et hôtelière. Début 2026, des progrès importants sont visibles sur Palm Jebel Ali. La section du tronc est en pleine construction, avec des routes achevées et des sites préparés pour les bâtiments. Les premières zones résidentielles sont en cours de construction, avec des villas et des immeubles de faible hauteur qui commencent à prendre forme. Le calendrier d'achèvement est ambitieux. Nakheel a indiqué que les premières phases seraient prêtes à être occupées d'ici 2027 à 2028. Tandis que l'ensemble du développement serait achevé au cours de la décennie suivante. Cependant, des questions subsistent. Le marché hôtelier de Dubaï est extrêmement compétitif, avec de nouveaux établissements qui ouvrent constamment. Les plus de 80 hôtels de Palm Jebel Ali pourront-ils attirer suffisamment de clients pour rester rentables ? L'emplacement de l'île à Jebel Ali, loin du centre de Dubaï et de l'aéroport, pourrait être un désavantage par rapport à des zones plus centrales. Et des questions plus générales persistent concernant le marché immobilier de Dubaï. Existe-t-il réellement une demande durable pour des milliers de nouvelles propriétés ? Luxe, ou s'agit-il d'un nouveau boom susceptible de s'effondrer ? Des préoccupations environnementales ont également été soulevées. Les îles artificielles perturbent les processus côtiers naturels et les écosystèmes marins. Les immenses opérations de dragage affectent les fonds marins et la vie marine. La construction de Palm Jebel Ali, au début des années 2000, a causé des dommages environnementaux qui ont nécessité plusieurs années pour se rétablir partiellement. La reprise du développement ravive ces inquiétudes, même si Nakheel affirme que les méthodes de construction modernes et les contrôles environnementaux réduisent l'impact. Une fois achevé, Palm Jebel Ali sera visible depuis l'espace, comme sa prédécesseur Palm Jumeirah, s'ajoutant à la collection de méga-projets conçus par Dubaï pour attirer l'attention du monde entier. Le fait qu'elle devienne une nouvelle réussite ou un avertissement sur le risque de répéter les erreurs du passé sera déterminé au cours de la prochaine décennie. Depuis les îles artificielles de Dubaï, nous nous dirigeons vers l'Arabie Saoudite, où une toute nouvelle ville émerge du désert. Jeddah, la deuxième plus grande ville du royaume et son principal port sur la mer Rouge, a connu une croissance explosive pendant des décennies. Au début des années 2010, les infrastructures de la ville étaient sous pression, les logements devenaient de plus en plus inabordables et les embouteillages étaient chroniques. Plutôt que d'essayer d'adapter le tissu urbain existant de Jeddah, les urbanistes saoudiens ont décidé de construire une ville entièrement nouvelle à proximité. Jeddah Economic City a été annoncée dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à créer de nouvelles villes le long de la mer Rouge. Le projet de Jeddah devait constituer la pièce maîtresse de ce développement, avec un accent sur le commerce, la logistique, l'industrie
et les communautés résidentielles. L'emplacement a été choisi de manière stratégique. Le site se trouve à environ 50 km au nord du centre de Djeddah, le long de la côte de la mer Rouge, avec accès aux autoroutes existantes et à proximité de la future voie express Djeddah-La Mecque. La zone était largement sous-développée, principalement du désert et quelques terres agricoles, offrant une toile vierge pour créer une ville moderne selon les principes d'urbanisme du XXIe siècle. Le plan directeur de Djeddah Economic City est ambitieux. Le développement couvre 173 km², soit environ la taille de Washington DC. Une fois entièrement construite, la ville est conçue pour accueillir 1,4 million d'habitants et créer 1 million d'emplois. La ville est organisée en zones distinctes, un port maritime et une zone logistique, des zones industrielles, des quartiers commerciaux, des quartiers résidentiels et des espaces de loisirs comprenant des plages et des parcs. La pièce maîtresse et l'élément le plus visible est la Djeddah Tower, initialement appelée Kingdom Tower. Ce gratte-ciel, conçu pour dépasser 1000 mètres de hauteur, deviendrait le plus haut bâtiment du monde et le symbole emblématique de Djeddah Economic City. Bien que la construction de la tour ait connu des retards et reste inachevée en 2026, elle représente l'ambition et l'ampleur du projet urbain dans son ensemble. La construction des infrastructures de Djeddah Economic City a commencé en 2010. Les premiers travaux se sont concentrés sur les infrastructures de base, routes, services publics et installations portuaires. King Abdullah Port, un élément essentiel du développement, a été achevé et ouvert en 2013. Ce port à conteneurs moderne donne à Djeddah Economic City un accès direct aux principales routes maritimes mondiales, essentielles pour l'orientation logistique et commerciale du projet. Le succès du port a été l'un des points positifs du projet. King Abdullah Port s'est rapidement développé, traitant des volumes croissants de trafic de conteneurs et rivalisant efficacement avec des ports régionaux bien établis. Le port a attiré des entreprises logistiques, des opérations d'entreposage et des installations industrielles légères utilisant le port pour les importations et les exportations. Cela a créé une base économique pour le développement plus large de la ville. Le développement résidentiel s'est poursuivi par phases. Les premiers quartiers, achevés au milieu des années 2010, comprenaient des milliers de logements allant d'appartements à des villas. Ils étaient commercialisés auprès des familles saoudiennes, recherchant des logements plus abordables près de Djeddah, mais frustrés par les coûts élevés et les embouteillages de la ville principale. Des zones industrielles ont été créées avec des incitations destinées à attirer les fabricants et les entreprises logistiques. Plusieurs sociétés ont construit des installations à Djeddah Economic City, attirées par l'accès au port, les terrains disponibles et les incitations gouvernementales. L'industrie légère, en particulier les activités tournées vers l'exportation, a trouvé un emplacement attractif. Cependant, attirer l'industrie lourde s'est révélé plus difficile en raison des coûts énergétiques élevés de l'Arabie Saoudite par rapport à certains concurrents régionaux. La période 2017 à 2018 a apporté d'importants défis. La situation budgétaire du gouvernement saoudien était sous pression en raison de la baisse des prix du pétrole et les grands projets à travers le royaume faisaient face à des contraintes financières. L'initiative plus large des Economic Cities a été réévaluée et plusieurs villes prévues ont été réduites ou mises en pause. Djeddah Economic City a continué, mais avec un financement public réduit et un calendrier plus pragmatique. Le projet a également rencontré le défi qu'une ville prospère ne peut pas être créée uniquement avec des bâtiments et des infrastructures. Les villes ont besoin d'emplois pour attirer les habitants, mais les employeurs souhaitent s'installer là où les travailleurs vivent déjà. Djeddah Economic City a partiellement répondu à ce problème grâce aux ports et aux zones industrielles qui ont créé des emplois, mais attirer suffisamment d'activités économiques pour soutenir 1,4 million d'habitants restait un objectif ambitieux. L'initiative Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, lancée en 2016, a apporté un nouveau contexte et un soutien renouvelé à Djeddah Economic City. Vision 2030 met l'accent sur la diversification économique, la création d'emplois dans le secteur privé et l'amélioration de la qualité de vie, autant d'objectifs auxquels Djeddah Economic City contribue. Le projet a été repositionné comme une initiative clé de Vision 2030, pouvant potentiellement débloquer des financements supplémentaires et davantage de soutien gouvernemental. Début 2026, Djeddah Economic City est partiellement développé et opérationnel, mais reste loin de la vision initiale. King Abdullah Port prospère et continue de s'étendre. Plusieurs quartiers résidentiels sont achevés et accueillent des milliers d'habitants. Les zones industrielles ont attiré certains occupants, même si les taux d'occupation varient.
Les zones en bord de mer ont connu des développements comprenant des hôtels et des installations de loisirs destinés aux résidents comme aux visiteurs venant de Djeddah. Cependant, de vastes portions du site de 173 km² restent non développées. De nombreux quartiers prévus n'existent encore que sur papier. Le cœur commercial, qui devait créer un véritable centre urbain avec des bureaux, des commerces et des équipements culturels, commence seulement à prendre forme. Et la Djeddah Tower, qui devait servir de monument ultime et de symbole du projet, reste une structure inachevée après des années de retard. La vision d'une nouvelle ville de 1,4 million d'habitants reste lointaine, la population actuelle atteignant seulement un peu plus de 100 000 personnes. La capacité de la ville à atteindre un jour l'échelle prévue dépendra de la croissance économique continue de l'Arabie Saoudite, du succès de Vision 2030 et de la capacité de Djeddah Economic City à attirer les entreprises et les habitants nécessaires pour atteindre une masse critique. Pour le plus grand méga-projet de la vidéo d'aujourd'hui, nous traversons à nouveau les continents pour nous rendre en Afrique du Nord. Dans l'une des régions les plus arides de la planète, la Libye a accompli quelque chose qui semble impossible: créer une rivière. Pas une rivière naturelle, mais un système artificiel qui pompe de l'eau ancienne depuis les profondeurs du désert du Sahara et la transporte sur des centaines de kilomètres jusqu'aux villes côtières libyennes. La Grande Rivière artificielle est probablement le plus grand projet d'irrigation au monde, une merveille d'ingénierie de 25 milliards de dollars qui fournit 70% de l'eau douce de la Libye et un méga projet qui raconte à la fois les ambitions passées et les difficultés actuelles du pays. Pour comprendre pourquoi la Libye a construit ce projet extraordinaire, il faut comprendre sa crise de l'eau. La Libye est l'un des pays les plus arides de la planète, avec plus de 90% de son territoire couvert par le désert du Sahara. Les précipitations sont rares et irrégulières. Des villes côtières comme Tripoli et Benghazi dépendaient d'aquifères qui étaient épuisés plus rapidement qu'ils ne pouvaient se recharger. À mesure que la population libyenne augmentait au milieu du XXe siècle, la pénurie d'eau est devenue une menace existentielle. Dans les années 1950, alors qu'ils cherchaient du pétrole dans le désert du Sahara, des géologues ont fait une découverte inattendue: d'immenses aquifères contenant de l'eau douce profondément sous terre. Ces aquifères se sont formés il y a des milliers d'années, lorsque le Sahara était plus humide, et ils contiennent environ 35 000 km³ d'eau, même si seule une fraction peut être extraite. Cette eau fossile ne se renouvelle pas. Une fois utilisée, elle disparaît. Mais les dirigeants libyens ont vu une opportunité: pomper cette eau ancienne vers la côte et résoudre la crise de l'eau. Mouammar Kadhafi, qui a dirigé la Libye de 1969 à 2011, a fait de la Grande Rivière artificielle l'un des projets emblématiques de son régime. Il l'appelait la 8e merveille du monde et l'a présentée comme un cadeau au peuple libyen et à l'Afrique. Le projet devait démontrer les capacités technologiques de la Libye et améliorer la vie de millions de Libyens. La planification a commencé à la fin des années 1970 avec des études de faisabilité réalisées par des sociétés internationales d'ingénierie. Le plan prévoyait de forer des centaines de puits profondément dans les aquifères du Sahara, puis de construire d'immenses pipelines pour transporter l'eau sur des centaines de kilomètres jusqu'aux villes côtières. Le système serait construit par phases, chaque nouvelle étape ajoutant des puits et des pipelines afin d'étendre la couverture. La construction de la phase 1 a commencé en 1984, reliant les puits des zones de Tazerbo et Sarir à Benghazi et aux villes environnantes. Les défis techniques étaient immenses. Les puits devaient être forés à 450 à 500 mètres de profondeur pour atteindre les aquifères. Les pipelines, chaque tuyau mesurant 4 mètres de diamètre et étant fabriqué en béton précontraint, devaient traverser des centaines de kilomètres de désert. Ces tuyaux étaient fabriqués en Libye dans des usines spécialement construites, avec plus de 500 000 sections de tuyaux finalement produites pour l'ensemble du système. Le processus de construction était remarquable. Dans le désert, les ouvriers creusaient des tranchées pour les tuyaux, puis les installaient section par section. Chaque section pesait plusieurs tonnes et nécessitait des équipements spécialisés pour être mis en place. Les tuyaux étaient ensuite enterrés afin de les protéger des températures extrêmes et des dommages éventuels. Des stations de pompage ont été construites à intervalles réguliers pour maintenir la pression de l'eau sur ces immenses distances. La phase 1 a été achevée en 1991, fournissant 1 million de mètres cubes d'eau par jour à Benghazi. L'impact a été immédiat, la qualité de l'eau s'est améliorée, sa disponibilité a augmenté et l'agriculture s'est développée dans des zones qui avaient auparavant des difficultés. Encouragée par ce succès, la Libye a poursuivi les phases suivantes. La phase 2, achevée en 1996, a relié la région de Djebel Hasouna à Tripoli et aux villes environnantes.
La phase 3 a ajouté des connexions aux régions de Koufra et Tazerbo. Les phases 4 et 5 ont encore étendu le réseau. Au début des années 2000, le système de grandes rivières artificielles comprenait plus de 4000 km de pipeline, plus de 1300 puits et de nombreux réservoirs et stations de pompage. Le système fournissait environ 6,5 millions de mètres cubes d'eau par jour aux villes côtières de Libye. Le coût total a atteint environ 25 milliards de dollars, une somme énorme, particulièrement pour un pays de la taille de la Libye. Le financement provenait des revenus pétroliers libyens à une époque où les prix du pétrole étaient relativement élevés et où l'économie du pays était plus solide. Des entreprises et ingénieurs internationaux ont participé, mais la Libye tenait à développer une expertise locale et une capacité nationale de fabrication des tuyaux et équipements. Pour la Libye, le projet a été transformateur. Les villes qui souffraient de pénurie d'eau disposaient désormais d'une eau propre et abondante. Le développement agricole s'est étendu, avec des zones auparavant désertiques, cultivées grâce à l'eau du Sahara. Le projet a employé des milliers de Libyens et est devenu une source de fierté nationale. D'un point de vue purement technique, la grande rivière artificielle a été une réussite d'ingénierie. Puis est arrivée l'année 2011. La guerre civile libyenne a éclaté, le régime de Kadhafi est tombé et la Libye a sombré dans un chaos qui se poursuit encore aujourd'hui. La grande rivière artificielle est devenue à la fois une victime et une bouée de sauvetage pendant le conflit. Plusieurs sections de pipeline ont été endommagées par les combats. Les stations de pompage ont perdu leur alimentation électrique. La maintenance est devenue difficile à mesure que le pays se fragmentait entre factions rivales. Pourtant, le système a continué à fonctionner, preuve de la robustesse de sa conception et des efforts des ingénieurs et ouvriers qui l'ont entretenu malgré des circonstances extraordinaires. L'eau a continué de parvenir à Tripoli, Benghazi et d'autres villes, alors même que le pays sombrait dans le conflit. Cela a souligné l'importance critique du système. Sans lui, les villes libyennes feraient face à des pénuries d'eau catastrophiques. En 2026, la grande rivière artificielle continue de fonctionner, mais fait face à de sérieux défis. La maintenance a été reportée en raison du manque de financement et des problèmes de sécurité. Certaines sections nécessitent des réparations, mais il est difficile d'y accéder dans les zones contestées. Le système fonctionne en dessous de sa capacité prévue en raison d'infrastructures endommagées et de problèmes d'approvisionnement électrique. Il existe également des inquiétudes concernant la qualité de l'eau dans certaines régions en raison d'un entretien insuffisant des installations de traitement. Les préoccupations concernant la durabilité augmentent également. L'eau fossile contenue dans les aquifères est limitée et non renouvelable. Des études suggèrent qu'au rythme actuel d'extraction, certains aquifères pourraient être épuisés dans 50 à 100 ans. Des sources d'eau alternatives, notamment le dessalement, pourraient devenir nécessaires, mais elles coûtent cher et la situation politique et économique actuelle de la Libye rend peu probable de nouveaux investissements majeurs dans les infrastructures. La grande rivière artificielle a été construite sous le régime de Kadhafi, financée par les revenus pétroliers pendant une période relativement prospère. Et elle dépend d'une ressource limitée qui finira par s'épuiser, ce qui signifie que la Libye n'a pas réellement résolu définitivement sa crise de l'eau. Elle n'a fait que repousser le problème de plusieurs décennies. La grande rivière artificielle reste opérationnelle en 2026, continuant à fournir de l'eau à des millions de Libyens, malgré les difficultés persistantes du pays. Reste à savoir si elle survivra encore 25 ans et si la Libye trouvera des solutions durables pour remplacer ou compléter ce système. Mais pour l'instant, cette rivière artificielle de 25 milliards de dollars au cœur du désert demeure l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux d'Afrique. Un témoignage de l'ingéniosité humaine et des efforts extraordinaires que les nations sont prêtes à accomplir pour garantir la ressource la plus fondamentale, l'eau douce. Lequel de ces méga-projets vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de regarder la partie 1 de notre série sur les plus grands méga-projets d'Arabie. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.